Donc je vais introduire Jean-Luc Pevrier, hein, qui est directeur de la société Stratis et qui fait du conseil et de la formation ouverte à distance. Jean-Luc va aborder la question des coûts des LMS qui existent depuis assez longtemps, entre 15 et 20 ans, mais qui posent toujours beaucoup d'interrogations, surtout en matière de coûts. Donc à toi de jouer, Jean-Luc, la parole t'est donnée. Eh bien, merci bien Alain, merci à Jacques, merci à Sylvain aussi tout à l'heure pour ces premières précisions. Ça va au niveau du son, vous m'entendez bien? Ça va, il faudrait peut-être rehausser un tout petit peu, si tu peux augmenter un tout petit peu. Allô? Là, ça doit être mieux, je pense. Là, c'est très bien. Ok, bon. J'avais perdu mon micro-casque dans les paramétrages en route, c'est pour ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, autre composante des dispositifs TIS et de formation ouverte à distance, effectivement les LMS. Et donc, je vous propose que l'on balaye dans les 20 minutes qui nous sont consacrées. Quels sont ces coûts, effectivement, des LMS? Alors que je retrouve mes marques avec la carte, pardon. Alors donc, je vous propose 4 points pour cette intervention. On parlera rapidement en fait de l'évolution de ces coûts de LMS, puis quelle est la structure des coûts. Bien évidemment, je vous proposerai d'avoir un double regard à la fois sur les LMS open source et les LMS d'éditeurs, et nous terminerons bien sûr par un échange autour des points que je n'aurais pas eu le temps d'aborder ou pas suffisamment détaillés à votre avis. Alors juste un mot, parce que c'est pas l'essentiel de notre sujet, sur simplement le cabinet Stratis. Retenez simplement que aujourd'hui nous intervenons en France et à l'international. Essentiellement, on va dire 90% de nos activités sont à l'attention d'organismes de formation, quelle que soit leur taille et leur spécificité, autour d'un certain nombre de sujets, dont bien évidemment celui des LMS. C'est pas le seul, mais c'est celui à nouveau qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, vous pourrez voir sur le site web si vous avez plus d'informations, si vous souhaitez plus d'infos. Alors, 15 ans d'évolution des coûts, et j'ai représenté de façon très schématique ici quelles ont été effectivement ces évolutions des années 2000 à l'année 2014 aujourd'hui. En fait, ce que l'on constate, c'est qu'on avait une prédominance de l'outil il y a une quinzaine d'années, et la majorité des dépenses étaient consacrées au départ au LMS, et ensuite on s'interrogeait à ce que l'on allait mettre dans ce LMS, notamment bien sûr des contenus, et comment on allait former avec ce LMS et ses contenus, et on commençait à penser à l'ingénierie nécessaire et dont le tutorat qui est certainement arrivé dans les dernières dépenses, ou tout du moins dans les dépenses auxquelles on a pensé le plus tardivement. Ce dont nous parlait Jacques à l'instant. Dans l'ingénierie, je vais mettre 3 choses quand même, c'est assez global comme terme, c'est-à-dire que j'y inclus l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, qui est beaucoup plus donc propre qui va être plus sur le contenu, et les contenus de formation, notamment donc les contenus d'auto-formation, en l'occurrence ce dont Sylvain nous parlait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui on a, je pense qu'on peut constater une véritable inversion de la tendance. Le coût du LMS a non pas tendance à disparaître, mais à être de moins en moins important dans le coût global du projet, et les dépenses d'ingénierie sont, elles, de plus en plus importantes, très certainement, et j'ose espérer que tout ça va dans le sens de la qualité aujourd'hui des dispositifs de formation. Un exemple simplement pour illustrer aussi dans les offres que l'on peut
trouvées sur le marché. Je voyais très dernièrement une offre qui était faite à un réseau national de formation où en fait on mettait en avant la mise à disposition d'un certain nombre, de plusieurs centaines en fait de parcours de formation dans des thématiques très variées. On y associait la vente fort logiquement de prestations de services autour de la formation, surtout des administrateurs et des formateurs, mais le coût du LMS était complètement inclus, hein, il n'apparaissait pas en fait, on fournissait d'une certaine façon le LMS gratuitement, en contrepartie bien évidemment de l'achat de ces parcours. Donc vous voyez qu'on est passé dans une logique complètement inverse. On avait plutôt tendance, il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années, à avoir une démarche inverse. Vous achetiez un LMS et en plus, on vous fournissait quelques contenus de formation. Je dis bien quelques contenus parce qu'il y en avait beaucoup moins sur le marché qu'il peut en avoir aujourd'hui. Je parle de contenus standards, contenus dits sur étagère. Alors comment, je dirais la première chose, c'est quand même de se dire comment est-ce que l'on fait pour se doter en fait d'un LMS. Hein. Justement, je ne dis pas acheter un LMS, je dis bien se doter d'un LMS pour sa structure. Bon, la première des hypothèses, c'est effectivement de développer son LMS. Alors ça s'est beaucoup fait dans les années 2000, voire avant. J'ose espérer, je dis bien j'ose espérer qu'aujourd'hui on ne lancerait pas un projet en ayant comme idée principale de développer son propre LMS. Ça relève de la logique de tout projet informatique qui est déjà d'analyser l'offre du marché avant de prendre la décision de développer sa propre application. Donc il en va de même pour les LMS, et aujourd'hui je n'ai pas connaissance, ou peut-être des cas très particuliers, de structures qui se lancent dans le développement de leur propre LMS. Ensuite, bien évidemment, on va trouver la possibilité d'acheter une licence. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins en matière de LMS, on a assez peu de cas de figure. On sera plutôt sur de la location en fait de cette licence, et en fait ce qui relève d'une même obligation, souvent l'achat, voire aujourd'hui la location, c'est si l'on doit installer le LMS en interne au sein de la structure, notamment sur un intranet d'entreprise pour des raisons de sécurité par exemple. On ne peut pas permettre aux utilisateurs d'accéder à Internet. Bien donc on va utiliser l'intranet, et bien évidemment on est obligé de mettre la licence sur ses propres serveurs en interne. Donc location de licence qui dans ce cas-là a du sens. Et puis on va de plus en plus aller non plus vers l'achat du LMS, mais vers l'achat du service que rend ce LMS, et on va en reparler donc juste après. C'est ce qu'on appelle le mode SaaS, hein, Software as a Service. Et j'essaie de faire aussi bien que toi, Allel, sur la prononciation, hein, tu as remarqué. Et donc, cette option de mode SaaS est une solution que l'on va trouver de plus en plus, qui est la plus souvent mise en avant. Ces trois modalités étant les modalités qui sont proposées, donc modalités d'acquisition et de location qui sont proposées par les éditeurs de plateforme. La dernière option, elle est d'opter pour le gratuit et donc de faire un choix qui va vers l'open source. Donc c'est le choix que nous avons fait au niveau de Stratis, de nous intéresser effectivement à ces outils open source, et donc qui sont d'autres options, mais d'autres options qui ont des coûts, bien évidemment, et ce sont ces coûts que je vous propose de détailler. Donc, on a tendance un petit peu aujourd'hui, effectivement, à résumer le choix qui vous serait proposé entre le mode SaaS ou une acquisition donc plutôt open source. Alors, il faut quand même voir que, je dirais, ce mode SaaS n'est pas propre, en fait, la logique, voire même la culture SaaS n'est pas propre au LMS.
L'avantage, c'est qu'on paye en fonction de l'usage que l'on fait de l'outil, et donc on a une proportionnalité directe avec l'utilisation qui en est faite. Beaucoup d'éditeurs avaient essayé de lancer ça il y a de cela au moins une dizaine d'années, sans grand succès pour certains. On voit Microsoft revenir en force aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Il y avait déjà eu d'autres choses qui avaient été lancées il y a quelques années, mais sans beaucoup de succès. Et puis donc on cherche à avoir aussi un service rendu avec un certain nombre de garanties. Et quand je dis c'est aussi une culture, c'est pas une culture propre ni au LMS ni même aux logiciels informatiques. Prenez par exemple les possibilités que vous offre un service comme Autolib sur Paris. Vous payez en fait une fonction de transport. Vous n'achetez pas une voiture, vous ne louez même pas une voiture, mais vous êtes plutôt effectivement aujourd'hui dans une fonction de transport que vous payez en fonction du nombre de minutes que vous allez utiliser. Alors, l'autre aspect des choses avec ce mode d'utilisation, ce mode de dotation, c'est que il y a un impact comptable direct. Quand vous achetez une licence, c'est considéré que vous allez faire un investissement, et donc sur le plan comptable, ça va effectivement passer dans les investissements, des choses que vous allez amortir. Si vous êtes une administration, si vous avez des budgets d'investissement, je dirais ça va impacter vos budgets d'investissement. Si vous êtes sur du mode SaaS, là vous allez être sur du fonctionnement, et donc vous allez en fait utiliser des lignes budgétaires qui sont effectivement dans ce cas-là très différentes. Donc quelles sont les structures aujourd'hui pour s'équiper les structures de coûts quand on s'équipe d'un LMS? Je dirais avant même de savoir si on va choisir un LMS éditeur ou un LMS open source, il y a une première étape qui est incontournable, et c'est une première dépense. Qu'on la réalise en interne ou que effectivement cette dépense soit payée à un prestataire externe, c'est l'analyse des besoins et le cahier des charges. Si l'on passe outre cette étape-là, on va forcément aller au-devant des déconvenus, parce qu'il y a de fortes chances quand même, sauf grand hasard, que vous tombiez tout de suite sur le bon LMS si vous n'avez pas étudié quels sont les besoins auxquels il doit répondre, qu'il doit satisfaire, et donc être capable d'écrire dans un cahier des charges les fonctionnalités attendues. Et puis bien sûr, vous allez devoir ensuite faire des tests pour vérifier que ces fonctionnalités correspondent bien à vos besoins. Et à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Donc, cette étape, on peut bien sûr la réaliser en interne si on a les compétences requises à la fois sur le plan pédagogique et technique pour la mener, la rédaction du cahier des charges, voire même la rédaction du cahier des charges administratif, si vous êtes soumis au code des marchés publics par exemple, donc il vaut mieux effectivement faire appel à quelqu'un qui saura rédiger ce cahier des charges aussi bien sur le plan technique que sur le plan administratif. Ça peut, le coût externalisé, je dirais en fonction de la complexité, en fonction, je dirais, du livrable qui est attendu, peut varier dans une fourchette, je dirais, de 6 000 à 30 000 euros pour une analyse des besoins et la rédaction d'un cahier des charges. Donc un poste de dépense qui n'est pas à négliger, qu'on réalise en interne ou en externe. Je rappelle quand même ce qui en théorie doit être évident pour chacun de vous, que c'est pas parce qu'on fait quelque chose en interne que ça coûte rien. Les personnes qui réalisent les missions d'analyse, en l'occurrence la rédaction d'un cahier des charges, elles sont payées, donc elles ont un coût, et tout travail effectivement a un coût. Donc le travail en interne n'est pas à coût zéro. Quelquefois il est plus difficile à quantifier, mais il représente malgré tout un certain volume d'heures, donc un certain budget. Alors, dans un premier temps, si on regarde quelle est la structure des coûts d'un LMS que l'on prendrait auprès d'un éditeur, c'est vrai, je reviendrai sur les remarques que j'ai vu passer dans le chat, enfin je viendrai sur ce point-là après. Si on souscrit une offre SaaS auprès d'un éditeur du marché,
on va avoir trois grands postes en fait de dépenses autour du LMS. La première, c'est, on va l'appeler la redevance, pour ne pas l'appeler loyer. Cette redevance, en fonction des éditeurs, là il n'y a pas de règles et je ne pourrais pas vous donner une typologie très précise là-dessus. On peut trouver des redevances fixes, quel que soit le nombre d'utilisateurs. On peut trouver des redevances qui soient exclusivement variables. Vous allez payer à l'utilisateur ou vous allez être payé par tranche d'utilisateurs. Et puis vous pouvez avoir un mix des deux, c'est-à-dire un premier ticket d'entrée pour, on va dire, la création de votre entité, avec un certain nombre de paramétrages d'administration qui seront faits au départ, puis une partie variable en fonction de l'évolution du nombre d'utilisateurs sur cette plateforme. Ensuite, on va bien évidemment avoir des coûts de formation, c'est indispensable. Donc la formation du ou des administrateurs de ce LMS, la formation des formateurs qui vont intervenir comme, on va dire, comme concepteurs des cours ou des parcours, ou qui vont intervenir comme tuteurs également et donc utilisateurs de ce LMS, mais effectivement dans un profil différent. Et puis les utilisateurs eux-mêmes. Alors on verra bien évidemment on peut avoir un niveau de prise en main qui peut être relativement simple, ou voire même c'est une fonction qui peut être assurée par un didacticiel si on a quelques éléments de base à transmettre. Sur la formation des administrateurs et des formateurs, je considère qu'elle est hors des fonctionnalités telles que des outils auteurs. C'est-à-dire, bien évidemment, si on commence à former des formateurs à la conception des contenus avec des outils auteurs, on aura des coûts qui vont être propres à ça, mais bon, c'est pas la généralité. Même si les fonctions sont présentes dans la plateforme, on n'est pas forcément amené à concevoir avec les outils auteurs du LMS, et donc on laissera donc cette partie-là au moins de côté pour, on va dire, garder des éléments comparables. Le dernier point concerne la gestion des cours et des parcours, donc c'est à la fois la création de ces cours ou de ces parcours en fonction du type de plateforme que l'on a, avec les ressources et donc avec toutes les activités qui vont autour de ces ressources, et puis l'affectation des apprenants dans ces cours et ces parcours. Donc là, il y a un impact bien évidemment du nombre d'utilisateurs. Si vous avez un petit groupe de 10 personnes à inscrire dans un cours, vous aurez bien évidemment un temps à y consacrer qui sera bien inférieur à si vous avez une cohorte de 1000, voire plusieurs milliers effectivement de personnes, si vous êtes une très grande entreprise et que vous avez un module dans lequel tout le monde doit impérativement passer. Donc l'effet volume est très important, merci Alain, est très important sur ce plan-là. Et c'est là que les LMS éditeurs peuvent présenter un avantage quand ils ont un lien étroit, voire même quand ils intègrent des fonctions de système d'information des ressources humaines, mais s'ils ont des passerelles avec les SIRH du marché, voire même avec un SIRH interne, on peut avoir une automatisation complète de la gestion des cours et des parcours, enfin tout du moins de l'inscription des cohortes dans les cours et les parcours. Donc un point positif là-dessus. Alors du côté de la structure des coûts d'un équipement LMS de type open source, bien, je dirais là, on va avoir tout un ensemble de choses qu'il ne faut pas perdre de vue, qui sont assez différentes de ce que l'on a vu précédemment pour un choix de plateforme éditeur en mode SaaS. Trouver un hébergement, et l'hébergement adapté. Alors attention, il ne s'agit pas ici de prendre un hébergement à 5 €, même si je n'ai rien contre les hébergements à 5 € sur un serveur mutualisé. Je peux vous dire que c'est bien pour tester et faire des premiers essais, on va dire, dans la phase de test, ok, et voir à quoi ressemble un petit peu votre LMS. On l'oublie tout de suite, dès qu'il s'agit de mettre en production, généralement ça marche pas, on a tout de suite des conflits, et je dirais il faut tout de suite passer à une autre solution. Donc on oublie ça. Que ce soit là, donc pour le choix de l'hébergement, l'installation du serveur web, ça veut dire que vous devez faire appel à vous devez avoir ou faire
appel à des compétences spécifiques en termes d'administration des serveurs web, donc compétences Linux. Ensuite, l'installation de la plateforme elle-même. On est loin de simplement, quand vous prenez un hébergement mutualisé et que vous avez trouvé tout de suite quelques plateformes qui sont prêtes à être installées, mais là on est loin effectivement dans une phase de production de LMS de production à faire un simple clic droit installé, hein, c'est un tout petit peu plus complexe quand même, et surtout même si dans certains cas ça se passe très bien, dans la majorité des cas même on va dire ça se passe très bien, il y a toute la partie administration et customisation en fait du LMS qui derrière lui va prendre un temps non négligeable en fonction bien sûr du niveau de customisation que vous souhaitez. On va retrouver bien sûr à nouveau la formation, donc je ne reprendrai pas ce que j'ai dit tout à l'heure, là c'est relativement équivalent entre la formation des administrateurs, des formateurs et des utilisateurs. Et ensuite une administration et une supervision en fait régulière donc de ce LMS, puisque dans les LMS open source, on a régulièrement des mises à jour, et des mises à jour qui doivent être faites impérativement si on ne veut pas être trop en décalage, ou si on ne veut pas prendre de risques, par exemple, sur des points de sécurité. Donc il y a vraiment une administration et une supervision régulière, ne serait-ce que pour faire les sauvegardes. Et puis, vous allez devoir apporter une assistance technique aux utilisateurs. Donc une assistance technique auprès de l'administrateur, auprès de la personne qui va donc s'assurer de la supervision et de l'administration, et une assistance technique auprès des utilisateurs que sont les formateurs et les apprenants eux-mêmes. La gestion des cours et des parcours, on trouve à peu près la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. À l'exception du dernier point qui sont la gestion des cours et des parcours, on peut envisager de faire en interne ou de recourir à un prestataire externe. La gestion des cours et des parcours devant toujours être fait par quelqu'un qui, bien sûr, est au sein de la structure. Alors, en guise de synthèse, qu'est-ce que l'on pourrait dire si on met face à face une offre SaaS, et donc sur le plan financier, bien sûr, hein, si on compare les choses, je n'ai pas du tout abordé, ça faisait l'objet des rencontres bretonnes du e-learning de l'année dernière, qui étaient les plateformes open source ou plateformes éditeurs. Donc là, on s'intéresse à la dimension financière. Donc si on compare ces offres SaaS des éditeurs avec une possibilité d'open source, on a d'un côté pour une offre en mode SaaS un calibrage beaucoup plus précis du projet, parce que on peut demander donc à l'éditeur de nous faire un devis en fonction du nombre d'utilisateurs que l'on envisage, et donc ça il sera capable de nous donner un prix très précis. On a une meilleure maîtrise du budget, parce que même si on connaît l'évolution du nombre d'utilisateurs, on aura bien sûr, je dirais là aussi une quantification précise avec des tranches ou au nombre d'utilisateurs supplémentaires qui vous sera donné par l'éditeur. Donc ça, effectivement, sont au moins deux avantages très importants. Bien évidemment, quand je dis calibrage précis du budget, en fonction des fonctionnalités que j'ai demandées. Il y a un rapport très étroit entre le coût que vous allez mettre et les fonctionnalités qui sont recherchées. En face, du côté plateforme open source, on va avoir, je dirais, un ticket d'entrée qui est très faible, et des coûts, je vais dire, qui sont quasiment fixes. Je dis bien quasiment, parce que une fois que vous avez mis en place votre LMS, que vous ayez 10 utilisateurs ou 500 utilisateurs, il n'y aura pas de différence. Le quasi que j'ai introduit ici est simplement, si vous passez effectivement à un niveau beaucoup plus important de nombre d'utilisateurs, vous allez devoir changer d'infrastructure, donc très certainement changer de serveur web, voire avoir des serveurs redondants aussi pour assurer de la sécurité. Donc il y a un niveau de fiabilité, de sécurité et de capacité en fait technique qu'il va falloir gérer, que vous devez savoir gérer ou confier à quelqu'un, mais qui peut en fait vous faire passer des paliers. On ne sera plus sur une progressivité du coût, mais plutôt par palier. Alors, je termine sur les, on va dire, ce qu'on pourrait appeler des inconvénients, ou sur les points un petit peu plus négatifs, qui est que sont effectivement une progressivité du coût par utilisateur. Donc, c'est-à-dire plus on aura d'utilisateurs, plus on aura de personnes qui se forment, plus on va devoir effectivement payer de redevances auprès de l'éditeur. On ne maîtrise pas les tarifs puisque c'est l'éditeur qui maîtrise la grille de prix.
Et on peut avoir des options qui peuvent coûter relativement cher, notamment si on demande des adaptations spécifiques pour mettre pour je dirais le service que l'on demande. Du côté des open source, il y a aussi des points qui sont moins roses. Donc effectivement, l'élaboration du budget sera un petit peu plus aléatoire parce qu'on ne maîtrise pas totalement les coûts si on le fait en interne, notamment on ne maîtrise pas totalement la mise en œuvre. Et puis donc on peut y passer peut-être plus de temps que ce que l'on avait prévu parce qu'on va rencontrer peut-être des difficultés techniques que l'on n'avait pas envisagées. Il va falloir les gérer. Et puis des dérapages possibles, si on fait un mauvais choix au départ, et quelquefois on peut rencontrer ces problèmes-là, en se disant un LMS open source il coûte rien, ma foi allez, je démarre sur le LMS X, de toute façon ça me coûte rien donc je peux essayer, et puis on s'aperçoit que c'est pas le bon, donc on l'abandonne, on repasse sur un autre. Donc bien évidemment tout ça a des coûts, donc ça fait partie des types de dérapage. Je termine tout à fait à l'aile. Et si on passe aussi dans de la personnalisation à outrance, ajouter des add-ons, des plugins, voire développer des fonctions périphériques, on peut assez rapidement, je dirais, être dans le phénomène du dérapage. Dernier point simplement, les coûts d'usage, que je considère comme étant les temps passés par le formateur ou par l'apprenant sur le LMS lui-même, mais hors du temps d'apprentissage effectif. Pour l'apprenant, c'est pas le temps, on va dire, utile d'apprentissage, mais c'est le temps qu'il peut passer sur le LMS, peut-être à le découvrir, à le comprendre, à le faire fonctionner. Et là, on a des impacts, c'est un impact qui nous vient de mon point de vue, de la qualité ergonomique côté formateur et côté utilisateur. La facilité d'utilisation va jouer beaucoup sur ces coûts d'usage. Et je pense qu'on les diminuera, et ça sera certainement plus vrai aujourd'hui sur un certain nombre, je dis bien un certain nombre de LMS open source que sur des LMS éditeurs, sur une certaine proximité ergonomique et d'usage entre les LMS et les outils personnels des apprenants. Voilà. Alors, justement, je rebondis en terminant sur ce que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Bien sûr, on peut avoir des solutions de type software as service avec des plateformes open source, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui l'offre est très très restreinte. Il y a des attentes dans ce domaine-là. Et je vous avouerai que c'est un point sur lequel nous travaillons actuellement avec mon collègue Jean-Yves Loiget, qui est effectivement de pouvoir proposer une offre complète de LMS open source en mode SaaS, parce qu'il y a une attente notamment du côté de petites structures de formation qui n'ont pas de compétences informatiques internes et qui souhaitent avoir un service intégré, mais un service basé sur des plateformes open source. Voilà, merci de votre attention et je réponds à vos questions. Voilà, donc merci Jean-Luc. Donc première question, alors question, je regarde, j'ai perdu. Je retrouve de Patrick Lemaire concernant le problème du SaaS et de la confidentialité des données hébergées sur un serveur extramuros. Qu'est-ce que tu peux en dire Là, effectivement, c'est une question qui concerne pas que le LMS dans ce cas-là. C'est que si on veut une confidentialité totale, il vaut mieux effectivement internaliser que ce soit le LMS ou ses applications ou toutes ses applications. Si on est effectivement, si on utilise les services de cloud, que ce soit de Google ou de n'importe qui d'autre, on peut avoir des sécurités sur le plan technique, mais on ne sait pas exactement ce que l'opérateur lui-même est capable. Bien évidemment, il est capable d'ailleurs d'aller chercher et d'aller récupérer toutes les informations qui sont dessus. Donc là, il y a un niveau de confiance, il y a un niveau de connaissance du partenaire à qui on confie effectivement ces hébergements-là. Mais de mon point de vue, la sécurité maximum, elle est sur l'internalisation des applications. Ça, c'est évident. On peut ajouter éventuellement que si c'était vraiment un problème il y a encore une dizaine d'années où la question était vraiment prégnante, aujourd'hui beaucoup d'entreprises utilisent le mode SaaS sans difficulté. Elles en ont moins peur. Donc est-ce que c'est le sens de l'histoire ou une période simplement pour l'instant ?
Alors peut-être le sens de l'histoire, j'en suis moins convaincu. Effectivement, si on a vraiment des aspects très spécifiques, des données vraiment, on va dire très confidentielles qui sont véhiculées sur le LMS comme sur n'importe quel autre type d'application, bon, faut se poser dans ce cas-là la question. Moi, je me rappelle on me parlait de laboratoires de recherche qui utilisaient Google Drive pour mettre tous leurs travaux de recherche avant le dépôt des brevets. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, effectivement, quand on est dans un département recherche d'une université. Voilà, peut-être une dernière question. Dans le cas d'un serveur extramuros, les problèmes juridiques sont criants lorsque cela concerne des apprenants mineurs, établissements scolaires. Lorsque l'on utilise le mode SAS, a priori, il y aurait des soucis par rapport au public d'apprenants. Oui. Non, enfin, je sais pas, faudrait rentrer dans le détail. Certainement, je pense que la personne qui a mis le message a certainement des exemples ou un exemple précis en tête par rapport à ça. Enfin, je dirais, en l'occurrence, je ferai le même type de réponse que tout à l'heure. C'est pas plus, enfin, c'est aussi vrai pour un LMS que pour n'importe quelle autre application. Tout dépend de la relation contractuelle, des engagements contractuels que l'on a de la part du prestataire. Ultime question de Mario Calabrese. Mario Calabrese, j'ai lu le rapport Stratis pour les plateformes open source. Hein. Donc Stratis a développé un benchmark sur les plateformes open source. Il serait intéressant de voir le TCO. Vous en avez? Non, parce qu'aujourd'hui, pouvoir annoncer des TCO supposerait que on ait mis en alors TCO en anglais, Total Cost Earning, Total Cost Owner de mémoire. Enfin pour moi c'était earning, mais donc c'est le coût total de possession en fait. Donc c'est vraiment le coût total, y compris donc justement ces coûts d'usage dont je parlais tout à l'heure, avec le côté coût utilisateur. Je dirais donc. Nous avons travaillé sur des plateformes que nous ownership, oui merci merci à Mario Calabrese de venir à mon secours. Donc ça nécessiterait non seulement ce que nous avons fait bien sûr de les mettre en œuvre et d'expérimenter chacune des fonctionnalités, mais surtout de les mettre en production, c'est-à-dire avoir véritablement des cohortes aujourd'hui suffisamment importantes d'utilisateurs, d'apprenants pour pouvoir aller jusqu'à effectivement dans ces coûts de possession globaux qui comprennent tout autant donc les coûts d'acquisition ou les coûts d'installation, les coûts d'exploitation quotidienne et les coûts utilisateurs, donc dans la logique de production et notamment dans la logique de servuction, qui est un terme que connaissent bien tous les membres du MFEG qui suivent cette webconf. Merci Jean-Luc.